Bienvenue dans les gestes qui sauvent. Tous les mercredis à 10h15, apprenez les techniques essentielles pour intervenir en cas d'urgence. De la réanimation cardio-pulmonaire au premier secours en milieu naturel, notre émission vous prépare à agir efficacement face aux situations critiques. Dans les gestes qui sauvent, nous vous enseignons avec l'aide de nos experts les compétences nécessaires pour intervenir en toute confiance. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec la sécurité. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour, jeudi 20 février 2025, bienvenue dans votre émission Les Gestes qui Sauvent. Et comme le jeudi passé, le jeudi dernier, j'étais avec, Compassion Malik, il est toujours là avec nous. Vous êtes coordonnateur national de formation Croix-Rouge béninoise. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Croix. Vous allez bien, j'espère. Super bien. Alors, le jeudi passé, on avait parlé de l'inconscience avec respiration normale et j'avais promis à nos auditeurs qu'on allait revenir aujourd'hui avec un autre thème, mais qui s'apparente un peu. On va parler de l'inconscience sans respiration normale. Effectivement. Voilà, donc si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt, alors je vous pose la première question. Comment déterminer si une personne inconsciente ne respire pas normalement? D'accord. Déjà, merci toujours pour ce que vous faites. Comme je l'ai dit la fois passée, c'est important. Et sauver une vie, il n'y a pas une plus grande satisfaction. Oui. Voilà. L'inconscience sans respiration normale, comment est-ce qu'on peut l'appréhender? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une personne qui ne respire pas? La fois passée, que vous en souvenez, on l'avait dit, quand une personne est inconsciente, la personne n'arrive pas à réagir aux stimuli de son environnement. Très bien. Là, il faut penser à vérifier la respiration. La respiration se voit, s'entend et se sent. Oui. Quand au bout de 10 secondes, vous ne sentez rien, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien, ça veut dire que la personne ne respire pas. Oui. Ou bien ne respire pas normalement. Donc là, il faut déjà agir. Donc, lors de l'émission précédente, j'avais dit que si vous constatez qu'au niveau de son abdomen, déjà, il y a des mouvements. Là, la respiration se voit. Si vous constatez qu'il y a au niveau de votre joue, que vous approchez, vous sentez le souffle, la chaleur, elle respire. Si vous constatez aussi un bruit, vous sentez la respiration, ça veut dire que cette personne respire. Mais si au bout de 10 secondes, vous vérifiez ces trois étapes-là, ces trois choses-là, vous n'entendez rien, ça veut dire que cette personne est en arrêt ventilatoire. Alors, dans ce cas, quels sont les gestes à effectuer immédiatement en cas d'arrêt respiratoire? D'accord. Quand quelqu'un ne respire pas, les gens s'attendent souvent à ce qu'on dise il faut faire la réanimation. En réalité, ce n'est pas ça la première chose à faire. Ah, d'accord. Non, la première chose à faire, c'est d'abord d'alerter. Okay. Il faut obligatoirement alerter. Okay. Il faut d'abord alerter avant de venir faire avant de venir alerter qui? Ceux qui sont dans les alentours ou les secours? Les secours spécialisés. D'accord. Il faut d'abord penser à alerter les secours spécialisés avant de venir faire la réanimation. Nous ne sommes pas des spécialistes de la santé. Nous ne sommes pas des secours spécialisés. Nous sommes peut-être des secouristes. Nous connaissons les gestes qu'il faut. Mais nous ne pouvons pas aller au bout. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un vienne nous relayer à un moment donné. Oui. Si au départ tu n'as pas alerté et si tu commences la réanimation, ce n'est pas quand tu as commencé la réanimation qu'il faut s'arrêter maintenant pour te dire qu'il faut alerter. Et rien ne prouve que si tu commences la réanimation, la personne va se réveiller en même temps. Donc, vu ces états-là, il faut d'abord alerter. Donc, quand tu constates déjà qu'il y a une victime qui est inconsciente, qui ne respire pas, il faut d'abord alerter avant de venir faire ce qu'on appelle la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. Et faire la réanimation cardio-pulmonaire, ça s'apprend. D'accord. Ça s'apprend parce que ça dépend de la victime. Pour une victime, par exemple, qui est adulte, il faut faire 30 compressions thoraciques. D'accord. Et 2 insufflations. Que ce soit un homme ou une femme? Que ce soit un homme ou une femme. D'accord. D'accord. 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. D'accord. Les compressions thoraciques, il faut les faire
avec une profondeur de 5 à 6 cm. Alors, je Ok. je ne vous coupe pas, mais pour ceux qui ne comprennent pas, D'accord. est-ce que ce que vous appelez là, c'est ce qu'on appelle aussi massage cardiaque, c'est oui, ça? Ah, oui, c'est d'accord. ce que vous appelez massage cardiaque. D'accord. Parce que la réanimation, quand on dit la RCP, c'est le massage cardiaque plus la VA, la ventilation D'accord. artificielle que nous faisons. D'accord. Donc, quand vous faites le massage cardiaque pour un adulte, d'abord, il faut savoir où est-ce qu'il faut mettre les mains. Ok. Il faut d'abord savoir comment est-ce qu'il faut placer les mains. Si vous voulez placer les mains, c'est-à-dire les deux mains croisées comme ceci, D'accord, comme ça, oui. là, Oui. les deux mains croisées, vous le mettez au tiers inférieur du sternum. Le sternum, c'est la partie qui commence là. Il y a un creux que Oui, vous avez oui, ici. ici, oui. Et un creux là. Oui. C'est cette partie-là qu'on appelle le sternum. D'accord. 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 Donc, la moitié inférieure. La moitié inférieure, c'est-à-dire ça, c'est la moitié. Oui, oui. Donc, je prends la moitié de la moitié. Ok. Donc, le tiers inférieur est là. Là. Donc, là, c'est là où je pose mes mains D'accord. pour faire le massage. D'accord. Pour quelqu'un qui est adulte, comme je l'ai dit, vous commencez par 30 compressions et ensuite vous faites 2 insufflations. C'est-à-dire comme vous appelez le bouche à bouche. Vous soufflez 2 fois. Ok. Et ensuite 30 compressions, 2 insufflations. 30 compressions, 2 insufflations. Ok. Quand vous êtes en face d'un enfant, par exemple, vous allez faire d'abord les insufflations. Nous allons commencer d'abord par les insufflations. Et ici, il en faut 5. Vous faites 5 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, maintenant 30 compressions. Je reprends pour un enfant. Il faut commencer d'abord par 5 insufflations, ensuite 30 compressions, ensuite 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, Mais la avec force, une main. la force ne doit pas être les C'est mêmes. pourquoi j'ai dit avec une main. D'accord. L'adulte, 2 mains. Vous Oui. voyez, j'utilise les 2 forces là. Là, c'est avec une main. Ok. Pour le nourrisson, par exemple, Oui. là, vous faites comme pour l'enfant, 5 insufflations, 30 compressions, ensuite 2 insufflations, 30 compressions, mais avec 2 doigts. Ah, d'accord. Comme ça. Oui, avec Et- 2 doigts. D'accord. D'accord. Oui. Donc, les compressions, vous pouvez les faire à une fréquence de 100 à 120 compressions par minute. 100 à 120 compressions par minute. C'est-à-dire quand je me mets, c'est dans la pratique que vous pouvez comprendre ce que je dis. Quand je me mets à faire les compressions, je dois respecter, on est d'accord, 100 à 120 compressions par minute. Donc il y a un rythme donné. Donc je ne fais pas une compression, je m'arrête, je reprends une compression. Non, il y a un rythme qui est fait. Oui. Et pour le faire, souvent, il faut rester sur un plan dur. Il faut que la personne soit sur le dos, Ok. nécessairement pour avoir assez à sa poitrine. Oui, oui. Et il faut que ça soit sur un plan dur. Donc ce n'est pas très efficace, par exemple, si je le fais dans un lit à ressort, par exemple. Donc ce ne serait pas très efficace. Ok. Là, qu'est-ce que je vais ajouter? Peut-être vous allez me demander quand est-ce que je pourrais m'arrêter. Parce que j'ai dit 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations. Oui. Mais je m'arrête quand? Je pourrais m'arrêter dans 4 cas possibles, dans 4 circonstances. D'accord. J'ai commencé les compressions, la personne s'est réveillée, c'est-à-dire la personne s'est retrouvée. J'arrête. Ok. Ce n'est pas parce que j'ai dit 30 compressions qu'il faut faire forcément 30 compressions quand la personne se réveille. C'est-à-dire, je suis à la 17e compression, la personne s'est réveillée. Il ne faut pas dire non, on m'a dit 30 et j'attends. Non. Donc là, je m'arrête automatiquement. Quand les secours spécialisés sont là, Oui. là, je m'arrête. D'accord. Je passe la main. Ok. Quand il y a une nouvelle insécurité, qu'ils vous souviennent, j'avais parlé de 4 étapes. Oui, oui. La première étape, c'est assurer la sécurité. Oui. Vous l'avez fait. Et ensuite, vous avez commencé dans l'étape 4 à faire les premiers secours. Oui. Vous avez constaté, en faisant la réanimation, là, que le feu a pris, par exemple. Ça, c'est une nouvelle insécurité. Oui. Vous avez constaté, par exemple, que le toit a commencé par s'effondrer. C'est une nouvelle insécurité. Oui. Là, il faut s'arrêter et prendre des dispositions nécessaires. Vous pouvez vous arrêter aussi quand vous êtes fatigué. Ok. Là, il faut le dire. D'accord. Tu as fait... C'est que vous êtes fatigué, c'est que c'est sûr que vous avez déjà fait, Tu as fait- le... Il n'y a pas un nombre. Tu en as fait suffisamment. Oui. Tu es fatigué et tu ne peux plus continuer. Tu pourrais t'arrêter. D'accord. Donc voilà 4 cas où je peux arrêter la réanimation. Alors, dites-nous, au cas où, je sais pas, les gens sont des défibrillateurs chez eux, automatiques externes chez eux, comment ils pourront utiliser ça en cas d'inconscience sans respiration? D'accord.
Oui, effectivement, le DAE, c'est vrai, ici, des fois au Bénin, il y a même des centres de santé spécialisés et tout, qui n'ont pas le défibrillateur parce que parfois les défibrillateurs coûtent cher. Ça coûte cher, c'est vrai. Donc, il y a des défibrillateurs automatiques externes que nous utilisons parfois pour les simulations. C'est des défibrillateurs de simulation. Pour utiliser le défibrillateur, ce n'est pas du tout compliqué. Vous allumez le défibrillateur, il y a un bouton pour allumer. Le défibrillateur est conçu pour vous dire exactement ce qu'il faut faire. D'accord. Il vous dit, prenez les électrodes, mettez les électrodes à tel niveau, placez les électrodes. Ça va vous dire, je fais l'analyse, ne touchez pas la victime. Là, vous ne touchez pas la victime. Quand le défibrillateur va vouloir envoyer le choc, il vous dira, je veux envoyer l'impulsion électrique, ne touchez. Tout le monde a qu'à s'écarter. Tout ce qu'il faut. Ça vous dit exactement. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste qu'à observer. À suivre les instructions du défibrillateur. C'est très, très important. Parce que le défibrillateur envoie un choc électrique. C'est vrai, lors des pratiques, on le dit, lors des enseignements, on le dit. On fait toujours mention de ça. Quand le défibrillateur envoie la pulsion électrique, si vous touchez, si vous êtes en contact avec la victime, vous prenez aussi le choc. Ah, d'accord. Automatiquement, vous tombez raide mort. Ah là là. Oui, parce que ça il faut le souligner, c'est très important. Donc, c'est pour ça, lors des exercices pratiques, on le dit toujours, et le défibrillateur se le stipule. Et ça vous dit, éloignez-vous, écartez-vous, et le défibrillateur envoie le choc. Alors là, donc je ne le savais pas. Exactement. Alors, et lors des formations, c'est très important. C'est très important. Oui. Alors, quels sont les signes non, je ne vais pas parler des signes. D'abord, je vais parler plutôt des conséquences possibles. Si aucune réanimation n'est effectuée rapidement, au cas où la personne est inconsciente et ne respire pas, si vous ne faites pas de réanimation, qu'est-ce qui peut se passer si vous ne faites pas de réanimation rapidement? Ok, d'accord. D'abord, je vais dire ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est que vous preniez en charge rapidement cette personne. Dans les 2-3 minutes qui suivent, d'accord, c'est bon, que c'est souhaitable que vous commencez déjà la réanimation. Vous commencez déjà à assister cette personne. Sinon, la personne commence à perdre sa mobilité. C'est-à-dire le cerveau n'est plus oxygéné et la personne commence à avoir des séquelles irréversibles. Et on va le dire directement, je le dis comme ça, après 10 minutes, la personne est morte. Ah, d'accord. Après 10 minutes sans assistance, la personne elle est décédée. Donc les risques de décès après 10 minutes sont très élevés. Même après 8 à 9 minutes, si rien n'est fait, la personne serait victime de séquelles irréversibles. Elle va perdre des mobilités qu'elle ne pourra plus jamais retrouver. Donc c'est vraiment important les cas où nous sommes en présence d'inconscience sans respiration. Ok. C'est vraiment important. Alors, je voulais poser la question, quels sont les signes permettant de différencier un arrêt respiratoire d'un simple évanouissement? Parce que il y a certaines personnes qui ne comprennent pas c'est quoi s'évanouir, c'est quoi aussi avoir un arrêt respiratoire. D'accord. S'évanouir, oui, c'est comme l'inconscience avec respiration normale. Okay. Une personne s'est évanouie, on est d'accord, elle est là, elle respire, seulement qu'elle n'est plus consciente. Vous l'appelez, elle ne répond pas. C'est souvent sous l'émotion. Parfois, l'émotion peut vous donner cet état-là. Parfois, vous êtes resté longtemps debout, sous une grande chaleur. Vous pouvez vous évanouir. Il y a aussi la faim. Vous êtes resté très longtemps sans manger, vous pouvez vous évanouir. Okay. L'évanouissement, en réalité, ne dure pas plus de 2 minutes. Plus de 2 minutes, vous rentrez dans l'inconscience, sans respiration. Ah, d'accord. C'est grave. Oui. Mais entre 0 et 2 minutes, c'est l'évanouissement. L'évanouissement, si vous donnez de l'air à la personne, c'est-à-dire vous écartez les personnes, vous amenez la personne à l'ombre, si c'est possible. Je n'ai pas dit de le ventiler, non, ça ne se fait pas. Donc, vous lui donnez de l'espace pour que cette personne puisse revenir à elle-même. Okay. Sinon, après 2 minutes, cette personne normalement revient. Okay. Mais sinon, si après 2 minutes, c'est déjà l'inconscience avec respiration normale, il faut la mettre en position latérale de sécurité et alerter.
Alors, il y a certaines personnes, quand une personne tombe, on dit la personne est inconsciente et tout, ils amènent de l'eau, ils vêtent sur la personne, tout ça. Est-ce que c'est Il conseillé? y a beaucoup de pratiques qui se font, Oui. mais toi, en tant que secouriste, tu ne le feras pas. Ok. Donc, il n'est pas conseillé de verser de l'eau sur la personne. Non, laissez la personne, donnez-lui de l'espace. D'accord. Si cette personne s'est évanouie peut-être au soleil, ramenez cette personne à l'ombre. D'accord. Et écartez la foule. Parce que souvent, quand quelqu'un tombe, tout le monde vient. Pour que l'air puisse circuler. Cette personne, après 1-2 minutes, elle va se retrouver. Si elle ne se retrouve pas, l'inconscience avec respiration normale et nous comptons la conduite à tenir, la CAT. D'accord. Alors, vous allez nous faire rapidement la différence entre un arrêt respiratoire et un arrêt cardiaque. D'accord. Ok. Un arrêt respiratoire, comme le nom l'indique, là, la personne ne respire plus. Mais le cœur peut continuer à battre pendant quelques instants. D'accord. L'arrêt respiratoire. On parle de la respiration. Là, c'est les poumons. Oui. Donc, il est en arrêt respiratoire. Ça veut dire les poumons cessent de fonctionner, la personne ne respire plus. Mais il n'est pas encore en arrêt cardiaque. C'est-à-dire le cœur continue pendant quelques instants encore à battre. D'accord. Mais quand nous parlons d'arrêt cardiaque, là, le cœur ne bat plus. Et quand le cœur ne bat plus, ça entraîne l'arrêt respiratoire. Ok. Le jeudi passé, on parlait de comment positionner la personne qui est en inconscience avec respiration normale. Alors, vous allez nous expliquer aujourd'hui comment positionner une victime inconsciente qui respire encore normalement. Donc, bon, si elle respire normalement, là, on la met en PLS. Okay. Mais si elle ne respire pas, comme le cas actuel là, comme je l'ai dit, c'est bon de mettre cette personne sur le dos. D'accord. Vous mettez la personne sur le dos et vous commencez la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. Donc, mettez cette personne sur le dos, mais sur un plan dur. Mettez cette personne sur le dos, mais sur un plan dur. D'accord. Ça peut être la terrasse, le sol, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas souvent pratique, très pratique ou bien très efficace si c'est dans un lit, par exemple, un lit à ressort. La réanimation n'est pas si efficace. Les risques, vous allez nous donner rapidement les risques liés à une ventilation artificielle mal réalisée. D'accord. Même si elle n'est pas mal réalisée, déjà la VA, depuis Covid, est un risque. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs c'est quoi la ventilation artificielle? D'accord, bon, c'est en termes simples ce que vous appelez le bouche à bouche. Ok. D'accord. Donc faire de la ventilation artificielle, c'est lui donner de l'air dans les poumons. Les poumons. Si nous parlons au niveau des comportements à adopter chez un secouriste, nous parlons de 6 principes. Le tout premier principe, c'est de rester calme. Le principe numéro 2, c'est d'éviter l'infection. Donc, en tout état de cause, il faut essayer d'éviter l'infection. Si c'est dans un milieu où tu ne connais pas peut-être, où tu n'es pas sûr de l'état de santé de la victime, tu peux faire la réanimation sans faire la VA, c'est-à-dire la ventilation de bouche à bouche. Tu peux juste faire les compressions. J'explique un peu. La RCP, c'est 2 choses. Tu fais les compressions et tu fais la ventilation. Tu fais les compressions, tu fais la ventilation. Depuis Covid, on a fait des expériences, on a montré que même la ventilation et même les compressions aussi sont efficaces sans la VA. D'accord. Donc, il y a des gens, on a fait des compressions sans la VA, les gens se sont retrouvés. D'accord. Si vous n'êtes pas sûr de l'état de santé de la personne, si vous créez l'infection, vous pouvez soit utiliser un masque, ce qui est conseillé, pour pouvoir faire la VA. Mais par exemple, si c'est votre épouse, votre époux, des gens avec qui vous êtes tout le temps, vous pouvez toujours continuer à faire la ventilation artificielle, ça ne gêne pas. Donc, maintenant, quand elle est mal faite, quand la VA elle est mal faite, la personne risque d'inhaler le vomi de la victime, si la victime vomissait, par exemple. Donc, si la victime vomissait. Il y a aussi, si la VA est mal faite, la personne pourrait envoyer de l'air dans l'estomac de la victime. Ça peut provoquer un vomissement.
Ok. Donc, voilà ce que je peux dire pour une VA mal faite. Alors, on a parlé ici des risques liés à une ventilation artificielle. Alors, quels sont les facteurs qui augmentent les chances de survie après un arrêt respiratoire? D'accord. Après un arrêt respiratoire, il est très important de prendre en charge la personne dans les 2-3 minutes qui suivent. Ça augmente ses chances. Ok. Plus vite vous assistez la personne, plus les chances sont énormes. Ok. Vous assistez la personne plus tard, les chances sont minimes. Voilà. Donc, Donc c'est c'est vraiment important de le souligner parce que là, on a parlé de ce qu'il faut faire au cas où cette personne-là est inconsciente. Vous avez parlé des massages cardiaques et tout, ventilation artificielle et tout ça. Donc, je pense que tout ça, ça fait partie des facteurs qui vont permettre à cette personne-là de survivre. Donc, c'est très important, de le dire. Donc, tout à l'heure, même si tu sais le faire, le temps. Donc, il faut le faire très rapidement. Donc, c'est bien de respecter le temps. Exactement. J'ai parlé tout à l'heure d'alerter. Quelqu'un me dirait, le temps d'aller alerter, est-ce que ce temps-là déjà n'impacte pas sur la vie de la personne? Oui. Mais ce que la personne oublie, c'est que je peux alerter, comme je peux demander à quelqu'un d'alerter. Le secours n'est pas forcément obligé d'alerter lui-même. Oui. Demande à telle personne d'appeler les secours, de lui dire si et ça. Et déjà, toi, tu commences la RCP. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du bouche à bouche dans les gestes à avoir et tout ça. Donc, je vais vous demander quel est le rôle que le bouche à bouche a dans la réanimation cardio-respiratoire. D'accord. Le bouche à bouche, quand on fait le bouche à bouche, il faut souligner, c'est pas n'importe qui doit faire le bouche à bouche. Oui, on l'a dit, on a parlé d'infection. Oui. On a parlé d'infection, effectivement. Et j'avais tout à l'heure aussi dit que une victime d'inconscience sans respiration peut se retrouver même sans le bouche à bouche. Je l'ai stipulé aussi tout à l'heure. Donc le bouche à bouche ici permet aux secouristes d'envoyer de l'air dans les poumons de la victime. Okay. Donc ça permet d'oxygéner les poumons de la victime. Donc envoyer de l'air dans ses poumons. C'est le rôle que joue le secouriste en faisant la VA, la ventilation artificielle. Ok. Vous allez nous rappeler, je sais que vous avez déjà parlé de notre prochaine question, là, je vais vous l'annoncer tout de suite. Okay. Vous allez nous rappeler pourquoi est-il important d'alerter les secours avant de commencer la réanimation. D'accord. Vous l'aviez déjà dit, mais oui, je veux parce que voilà, les auditeurs, c'est vraiment important que les auditeurs arrivent à bien assimiler ce côté-là. D'accord. La grande question, c'est est-ce que je suis sûr, en tant que secouriste, de ramener cette personne, cette victime, à la vie à 100%? Et la réponse est non. Je vais commencer une réanimation cardio-pulmonaire, mais en réalité, je ne sais pas ce que ça va donner. Déjà, si je n'alerte pas les secours spécialisés, je ne pourrai pas atteindre mon objectif fixé. Je m'explique. Oui. Quand j'ai une victime inconsciente qui ne respire pas, je vais à tout prix sauver cette victime-là. N'est-ce pas? Je vais commencer la RCP. Mais peut-être en réalité, peut-être que le cœur est en fibrillation. Si le cœur est en fibrillation, il faut un défibrillateur pour envoyer d'abord un choc électrique pour pouvoir calmer le cœur, pour que le cœur puisse reprendre son battement normal. Moi, en tant que secouriste, je n'ai pas de défibrillateur. Un secouriste ne sort pas forcément avec son défibrillateur. Mais quand tu appelles les secours spécialisés en venant gardent le matériel nécessaire. Il y a l'oxygène qui est disponible, il y a le défibrillateur qui est disponible. Eux, ils sont plus équipés. Toi, ton rôle en tant que secouriste, c'est d'augmenter le pronostic vital de la personne jusqu'à ce que les secours spécialisés ne viennent. Donc, un secouriste ne doit pas jouer le rôle du secours spécialisé, mais il joue son rôle à lui en gardant la victime en vie jusqu'à ce que les secours ne viennent. C'est le rôle en réalité du secouriste. En faisant la réanimation, la victime pourrait se retrouver. C'est une possibilité.
Là, même si les secours spécialisés viennent, les secours spécialisés vont consulter la personne et vont continuer le traitement. Ok. Mais toi, en tant que secouriste, tu dois obligatoirement alerter les secours spécialisés pour la relève. Alors, super. Alors, avant de donner votre contact pour pouvoir vous joindre, vous écrire ou vous appeler, vous allez nous rappeler comment adapter les gestes de réanimation pour un nourrisson ou un enfant, très rapidement. D'accord. Pour un nourrisson ou un enfant, c'est comme si vous laissez l'adulte. Mais en réalité, on avait déjà parlé de l'adulte et tout. Oui, c'est vrai, on a parlé de tout le monde. On revient peut-être rapidement dessus. Quand tu es en face d'un adulte, nous commençons d'abord par les compressions. 30 compressions à une fréquence de 100 à 120 compressions par minute. D'accord. À une profondeur de 5 à 6 cm. D'accord. Il faut garder ça. 30 compressions. Ensuite, il faut faire 2 insufflations. D'accord. Chez l'enfant et chez l'adulte, c'est 2 mains. Chez l'enfant, par contre, il faut d'abord commencer par les insufflations. Et les insufflations, il en faut 5. 5 insufflations, ensuite 30 compressions, et revenir maintenant à 2 insufflations, 30 compressions, mais avec une main. D'accord. Chez le nourrisson, là, vous allez avec 5 insufflations, 30 compressions. 2 insufflations, 30 compressions, mais avec 2 doigts. Ok. Le contact maintenant. D'accord. Je vais peut-être ajouter quelque chose. Les gens vont se demander peut-être pourquoi il faut commencer peut-être par les compressions chez l'adulte et les insufflations chez l'enfant ou le nourrisson. Vous voyez, quand on dit quelqu'un est en arrêt cardiaque, comme je suis en arrêt respiratoire, quand c'est un adulte, il faut d'abord rapidement penser au cœur. Quand quelqu'un ne respire pas, il faut penser au cœur parce que nous mangeons des choses, nous avons une alimentation peut-être qui nous donne une santé peut-être pas assez fort. Mais quand l'enfant n'a pas de problème de cœur en réalité, peut-être c'est les poumons qui ont des difficultés. Là, c'est pour ça qu'il faut aller au niveau de l'insufflation d'abord chez l'enfant et du massage chez l'adulte. Okay. D'accord. Donc, je réponds au nom de Malik Gompassono et je suis le coordonnateur du Centre national de formation de la Croix-Rouge béninoise. Pour toute formation en privé, en famille, parce que nous faisons des formations en famille où vous pouvez regrouper votre famille dans votre lieu de domicile, à la maison par exemple, ou inviter la Croix-Rouge béninoise à venir vous former dans votre domicile. Donc nous pouvons nous déplacer, nous venons dans votre domicile pour vous former. Si vous êtes en entreprise aussi, nous venons en entreprise pour former votre personnel à des heures appropriées et avec un calendrier raisonnable. Et je suis joignable, ou nous sommes joignables au 96 01 96 26 96 08 26 46 01 95 50 03 93 par mail centre national de formation @croixrougebenin.org ou vous pouvez aller sur nos sites Facebook ou bien Instagram. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Mettez juste Croix-Rouge béninoise et nous sommes disponibles à vous répondre 24 heures sur 24. Super, merci beaucoup, chers auditeurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve un autre jeudi avec un autre sujet sur les gestes qui sauvent. D'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup.